Une question à Clarisse Sand, avocat fiscaliste et présidente de l'Institut du droit pénal, fiscal et financier. Bonjour Clarisse Sand. Si on revenait un instant sur la fameuse loi ESSOC, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais peu importe, mais enfin elle est censée régir des liens plus conviviaux entre l'administration fiscale et les citoyens. Où en est-on ? Alors, ce n'est pas la convivialité, c'est la relation de confiance entre l'administré et l'administration. Convivialité, c'est peut-être un peu fort. Quand même. Voilà. Donc en fait, l'idée, ça concerne toutes les administrations et spécifiquement aussi concerne l'administration fiscale dans ses rapports avec le contribuable lorsqu'il est vérifié. Alors qu'est-ce qui s'est passé récemment avant sa mise en application qui était à quelle date Alors, elle a été votée le 10 août, donc aujourd'hui, effectivement, on est en 2019, mais les effets sur les opérations de contrôle et donc sur la procédure de contrôle viennent juste d'apparaître et d'entrer en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Voilà pourquoi on se pose la question de savoir quel est l'effet de cette loi ESSOC. Mais il y a des chefs d'entreprise qui ont une mauvaise surprise quand même. Alors, ce qui s'est passé effectivement, c'est qu'elle n'est pas applicable à tous les avis de vérification qui ont été envoyés en décembre 2018. Et ce dont on s'est aperçu, c'est qu'il y a eu un envoi massif en fait, d'avis de vérification avant l'entrée en vigueur de cette loi d'il y a quelques jours. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'administration ne se sentait pas en mesure de pouvoir répondre donc, aux exigences des nouvelles garanties au 1er janvier 2019. Donc on peut se poser la question déjà de la relation de confiance et de l'état d'esprit du ministère par rapport à la position législative. Ça commençait mal, dirons-nous. C'est juste un constat d'un envoi massif en décembre 2018, juste avant l'entrée en vigueur de ces nouvelles garanties. Et quelles sont-elles, ces nouvelles garanties ? Alors, il y en a deux qui sont vraiment importantes et qui vont changer fondamentalement le rapport entre l'administration fiscale et le contribuable. La première, elle a trait à une contrainte, une nouvelle contrainte pour l'administration, c'est-à-dire quand elle va contrôler le chef d'entreprise et qu'elle va donc lui notifier une proposition de rectification ou une absence de rectification, elle va devoir être contrainte à indiquer expressément tout ce qu'elle aura contrôlé, la nature de ce qu'elle aura contrôlé, et même si ça n'a pas fait l'objet d'un rehaussement, d'une omission ou d'une dissimulation. C'est une avancée sans précédent. Pourquoi ? Parce que la proposition de rectification, le contribuable n'envoyait que ses erreurs. Là, l'administration va devoir prendre ses responsabilités et indiquer au contribuable la nature des opérations, et s'il n'y a pas eu d'erreur, elle va devoir lui dire « il n'y a pas eu d'erreur ». Ça veut dire que cette loi introduit un peu d'attitude positive de la part de l'administration fiscale, ou j'ai rien compris ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça traduit théoriquement un sentiment de sécurité juridique plus fort. Je donne un exemple. Votre société est contrôlée par l'administration fiscale. Nous sommes donc en 2019 et elle contrôle les exercices 2016-2017. Elle vous demande de justifier des charges. Vous lui apportez des réponses et l'administration est satisfaite et donc n'emporte pas de rehaussement particulier. Elle doit indiquer qu'elle est satisfaite. Ce qui n'était pas le cas. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Ce qui fait que demain, en 2022, si vous êtes contrôlé sur une même charge, on pourrait voir qu'elle était satisfaite pour 2016-2017. Voilà, on pourra opposer à l'administration et dire, bah, écoutez, vous avez accepté le raisonnement et vous avez considéré que la règle fiscale que je l'avais appliquée, je l'avais bien appliquée. Donc, ça engage un peu l'administration dans sa responsabilité de contrôle. C'est un précédent positif. C'est un précédent positif, en théorie. Oui. Alors, comment on s'assure que l'administration fiscale va bien respecter tout ça, ces nouvelles règles ? C'est un vrai sujet. Du côté de l'administration fiscale, ça va être extrêmement contraignant. Ça veut dire qu'elle va devoir avoir une obligation documentaire beaucoup plus importante qu'auparavant. Elle va devoir expliquer au contribuable ce qu'elle contrôle exactement. C'est peut-être pour ça qu'elle s'est empressée de faire des contrôles avant. Bien sûr, c'était extrêmement lourd en termes de charges administratives. Ça suppose de faire des rapports plus importants sur les opérations de contrôle, alors que jusqu'à présent, elle faisait juste un rapport de vérification en fin de contrôle. Elle va devoir préciser la nature de ces investigations, elle va devoir aussi décrire la nature de ces investigations. Donc il peut y avoir apparaître des divergences. Le contribuable, il va y avoir un débat, c'est-à-dire que le contribuable va dire « attendez, vous avez vérifié tel ou tel point ». Et donc il peut y avoir des divergences de point de vue sur la nature et le champ d'investigation du contrôle. Donc l'intérêt aujourd'hui et l'importance de ce changement, c'est que le contribuable, lui, va devoir beaucoup plus écrire maintenant dans ses procédures. La procédure de contrôle, elle est faite au sein de l'entreprise et elle n'est pas formalisée. Donc il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de procès-verbaux de ce qui s'est dit entre l'administration et le contribuable.
Là, dans la mesure où l'administration va devoir faire des rapports et documenter ce qu'elle fait, le contribuable va devoir lui aussi dire voilà ce qu'a fait l'administration et ce sur quoi elle est intervenue, pour que ça puisse lui servir demain, si elle a un sujet, devant un juge, et pour se défendre plus tard en cas de contestation d'un impôt qu'elle considère comme ne pas être redevable de cet impôt. On peut considérer ça comme une garantie, est-ce qu'il y en a d'autres? Bien sûr, c'est une garantie. Il y en a une deuxième, qui est une garantie, que vous allez me dire, à double tranchant. C'est ce qu'on appelle le rescrit contrôle. Donc c'est la société est contrôlée, et dans le cadre de ce contrôle, vous souhaitez que l'administration vienne étendre son contrôle sur un point sur lequel vous voulez une validation de l'administration. Alors l'administration va vous écouter, va dire d'accord, je vais pouvoir vous contrôler, et va vous demander, va prendre une position qui lui sera opposable pour les contrôles à venir. Donc c'est aussi une bonne chose. Mais c'est dangereux. Alors effectivement, c'est dangereux. On peut se poser la question de savoir est-ce qu'on va utiliser ce rescrit contrôle. Personne n'a envie d'aller forcément au-devant de l'administration et lui demander de contrôler. Donc c'est dangereux, mais en même temps, c'est intéressant pour une chose, c'est que si c'est bien maîtrisé et qu'on fait appel à ce rescrit avec l'appui d'un avocat fiscaliste, par exemple, cela permet aussi d'opposer à l'administration, certes, j'ai eu des rappels d'impôts sur un point, mais j'ai quand même respecté les règles fiscales, donc j'ai quand même dans l'ensemble une bonne moralité fiscale. Donc ça peut me permettre demain, dans l'objectif de la loi fraude, de se dire, certes, je n'ai pas bien fait d'un côté, mais j'ai quand même une bonne moralité fiscale et il y a des points sur lesquels, vous voyez, l'administration a vérifié, mais elle n'a rien à dire. Oui. Maître Sand, est-ce que vous pensez que de la part du gouvernement, c'est une volonté de passer de l'administration fiscale censeur à l'administration fiscale, peut-être pas partenaire, mais au moins, comment dirais-je, oui, partenaire, c'est le mot? C'est un état psychologique, c'est-à-dire que les tensions entre l'administration fiscale et le contribuable sont très fortes aujourd'hui. Donc on le sent, c'est un débat qui est extrêmement prégnant aujourd'hui. Donc effectivement, il y a une volonté de vouloir rapprocher les deux parties et qu'elles se fassent confiance. Ça, nous ne maîtrisons pas. C'est-à-dire le contrôle fiscal, quand il se fait au sein d'une entreprise, reste personnel à la relation entre le vérificateur et l'administré. Donc c'est une volonté de vouloir aller dans ce sens-là. Après, en pratique, ça va être quand même compliqué. Et puis c'est peut-être aussi une question de philosophie de la part des contrôleurs fiscaux. Tout à fait. Est-ce qu'ils sont prêts à ça? C'est une vraie question. C'est-à-dire que dans cet étau entre la lutte contre la fraude fiscale, qui est un objectif à valeur constitutionnelle et qui a été extrêmement mise sur le devant de la scène depuis plusieurs mois, on demande aussi aux vérificateurs d'avoir une relation de confiance et de l'étendre. Donc effectivement, c'est un peu schizophrénique, cette situation.